Bonjour Benjamin Stora, Bonjour. historien, spécialiste de la guerre d'Algérie. Vous publiez un livre qui s'appelle L'Arrivée, qui est extrêmement émouvant, de Constantine à Paris, 1962-1972. Ce sont vos souvenirs. Quand je dis que c'est émouvant, c'est qu'évidemment vous vous souvenez de cet avion qui vous a fait quitter cette Algérie. Vous avez grandi avec vos parents. Quand la guerre vous en a chassé, vous, juif de Constantine, vous gardez une blessure ouverte. À la fois, oui, là, bien sûr, parce que mes parents avaient beaucoup souffert et cette blessure, je l'ai en moi par l'intermédiaire de mes parents. Mais en même temps, non, parce qu'il a fallu faire ma vie, construire ma vie, bien entendu, et avancer au maximum, comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la nécessité de se souvenir, mais à la fois de ne pas rester prisonnier non plus. Oui. De souvenirs difficiles. Bref, ce qu'on pourrait appeler un travail de deuil, tout simplement. Oui, un travail de deuil. On va entendre une musique, parce que c'est la musique arabo-andalouse de votre enfance, celle de Raymond Léris. Oui. On entend cet homme qui symbolisait au fond les Juifs de Constantine. Ah, c'était un homme, effectivement, qui jouait de la musique arabo-andalouse, qui était la chanson de l'amour et la chanson de l'exil, parce que juifs et musulmans ensemble avaient quitté l'Espagne en 1492. Et en fait, son assassinat, bien sûr, a touché la communauté juive d'Algérie, mais aussi musulmane. Et ça a fracturé encore plus les deux communautés, bien entendu, et provoqué ce sentiment d'angoisse et donc de départ de la majorité des Juifs d'Algérie, parce qu'il était connu dans tout le pays, pas simplement à Constantine, Oui. bien sûr. Vous marchez dans les rues ce jour-là et vous entendez la balle. Oui, je suis au marché avec ma mère, parce que vous savez, à l'époque, les gens allaient presque tous les jours au marché. Il n'y avait pas encore les supermarchés, etc. Et donc ce jour-là, c'était au marché. J'étais au marché avec ma mère. Quand j'ai entendu le coup de feu, il y avait un coup de feu simplement, et que ma mère m'a tiré le bras. Évidemment, j'étais très, très jeune, j'avais 11 ans, donc j'étais petit. Et on s'est enfui, en fait. Tout le monde s'est dispersé en courant, comme c'était souvent le cas lorsqu'il y avait des attentats. Vous savez, dès qu'il y a un attentat, tout le monde se disperse très rapidement. Et c'est après coup, bien sûr, en rentrant à la maison, que mes parents, ma famille, les proches ont dit c'est terrible ce qui est arrivé, comment on va pouvoir rester en Algérie. Ça a été un coup, une massue, un coup très dur, parce que son orchestre était très populaire aussi, bien sûr, chez les musulmans, parce que c'était un orchestre qui chantait pour les circoncisions, pour les mariages. Donc c'est un orchestre très populaire, dans le fond, de cette musique-là. Oui, un homme qui va être le disciple de celui qu'il appelle Tonton Léris, Enrico Macias, Gaston Renassia, de Constantine lui aussi, chantera depuis son bateau « J'ai quitté mon pays ». Oui. Ça symbolise quelque chose au fond de dire cet homme qui était juif de Constantine va devenir le symbole des pieds noirs. Oui, parce qu'à l'époque, les Juifs d'Algérie se vivaient profondément comme des Français. Donc ils ne voulaient pas se dissocier. En fait, tout mon livre, c'est précisément, pendant tout un temps, cette explication de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'assimilation. C'est-à-dire, ils se vivaient comme des Français, même s'ils avaient vécu en terre d'Orient pendant des siècles et des siècles. Mais ils avaient été Français depuis le décret Crémieux, et depuis 4, 5 générations, 6 générations, ils vivaient comme des Français. Alors évidemment, la métamorphose ne s'est pas accomplie immédiatement, ça a pris beaucoup de temps. Dans le livre, par exemple, je montre la photo de mes grands-parents qui sont habillés en costume ottoman, par exemple. Donc c'est très récent, dans le fond. C'était à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Et puis tout d'un coup, il y a l'après-guerre, en 18, après 18. Et là, on voit la modernité des femmes en particulier. Je donne une photo de ma maman avec sa sœur. Qui filme, qui a la manière, qui s'habille au fond à la manière européenne, qui reçoit au fond les photos de Paris, qui veulent vivre comme en France. Oui, bien sûr, parce qu'ils ils pensaient qu'ils étaient complètement intégrés dans cette société française. D'où l'immense surprise de Vichy, évidemment, parce qu'il leur a retiré la nationalité française. Et ça, ils s'y attendaient absolument pas. Et leur volonté, c'était de revenir dans la citoyenneté française, ce qui fait que quand la guerre d'Algérie s'est terminée, ils ont suivi la France, ils ont décidé de partir en masse, quoi. Oui, le départ se fait parce qu'il est inexorable ou vous avez l'impression d'être chassé d'Algérie? Je n'emploierai pas ce mot parce qu'il n'y a pas eu d'expulsion au sens classique du terme, par exemple comme en Égypte pour les Juifs égyptiens. Non, c'est pas ça. C'est que il y avait beaucoup de Juifs d'Algérie qui étaient entre-temps devenus des fonctionnaires, instituteurs, policiers, infirmiers, agents des impôts, etc. Dans le fond, ils se disaient
Là, je vous répète, en fait, les conversations que j'entendais quand j'étais enfant. Et en fait, ils se disaient, qu'est-ce qu'on va devenir en France? Donc, ils suivaient aussi, quelque part, l'État qui leur versait, disons, leur salaire. Et il y avait, bien sûr, un drame, c'était ceux des commerçants et des artisans qui, eux, n'étaient pas rattachés directement qui à étaient l'État. souvent des gens très modestes, contrairement à ce qu'on a pu raconter Très des modestes. Juifs d'Algérie. Les Juifs de Constantine, particulièrement modestes, effectivement. Il y avait une pauvreté qui régnait dans la ville, c'est évident. Et puis il y avait des notables, bien entendu, comme partout. C'était une société diversifiée, il y avait une société de lettrés, une société religieuse. Puis en même temps, il y avait une société très laïcisée, très sécularisée. Oui, et un jour, on proclame la religion, l'islam, comme religion d'État en Algérie. Oui. Est-ce que c'est ça qui donne l'envie aux Juifs de partir? De manière incontestable, mon livre en parle, c'est que lorsque mon père a demandé aux gens qui connaissaient du FLN quel pouvait être le statut juridique futur des Juifs d'Algérie, qu'il y a eu une réponse très évasive sur ce statut et que vraisemblablement l'islam deviendrait religion d'État. C'est à ce moment-là, mais donc très tardivement en fait, à la fin, en juin, que mon père décide de partir. Mais il s'y prend un petit peu trop tard, parce que les familles qui étaient parties avant avaient fait ce qu'on appelle un cadre en bois où on entassait les affaires pour partir. Mais nous sommes partis sans le cadre. C'est-à-dire qu'on est parti avec 2 valises simplement, ma sœur, moi, mon père et ma mère. Et mon père est retourné plus tard en Algérie pour essayer de récupérer des affaires. Mais l'histoire du cadre a été une obsession extraordinaire de mes parents. L'attente du cadre, ça a duré 1 an. Oui. Le cadre est arrivé 1 an plus tard. Lorsque vous retrouvez, votre famille retrouve un jour son appartement là-bas, occupé par une autre famille, et revoit les mêmes meubles, les mêmes tableaux au mur, qu'est-ce que vous ressentez? Là, c'était l'appartement de ma grand-mère, en fait, parce qu'ils habitaient à côté, vous savez, les gens habitaient tous les uns à côté des autres dans les familles, etc. Là, c'est le retour de ma mère à Constantine, effectivement, qui a revu l'appartement dans lequel sa belle-mère avait vécu, avec effectivement les mêmes meubles, les mêmes objets de décoration, etc. C'est une sensation très troublante, une sensation très étrange, parce que c'est à la fois le même pays, bien sûr, c'est l'Algérie, mais en même temps, c'est plus l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Il y a l'ambivalence, disons, qui est très forte. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un attachement à un souvenir de l'Algérie, mais en même temps, cette Algérie-là n'existe plus. L'Algérie française n'existe plus. Quel sentiment il y a à ce moment-là, Benjamin Stora? Un sentiment d'injustice, un sentiment peut-être de haine, de rejet? Alors, c'est compliqué parce que bien sûr, il y a du ressentiment qui s'est exprimé chez beaucoup de ce qu'on appelle les Français d'Algérie, les Juifs d'Algérie, etc. Bien sûr. Mais vous savez, en 62, 63, 64, 65, la priorité principale, ce que je raconte dans mon livre, c'était de trouver un logement et un travail. Ils étaient, mais ils ne le disaient pas, mais ils étaient comme des réfugiés, en fait, fondamentalement. Et mal accueillis en France. Vous avez accueillis dans l'indifférence logé dans totale. Un garage oui, tout à fait. pendant des semaines. Avant de trouver un jour un pendant HLM. Pendant 2 ans, on a habité dans une sorte d'entrepôt, de garage, de lieu un peu improbable, mais qui était situé dans le 16e arrondissement. Donc le hasard a fait que, étant donné que j'habitais ce lieu, je me suis retrouvé à Janson-de-Sailly. Donc j'ai bondi du quartier juif de Constantine à Janson-de-Sailly. Donc c'est quand même un changement de monde, un changement d'univers absolument extraordinaire, qui s'est fait dans ma tête d'enfant. Donc tout ça pour vous dire que, pour moi en tout cas, qui avait à l'époque 11 ans, 12 ans, il y avait le sentiment extraordinaire aussi de la découverte de la France. Parce que on avait été à l'école française, bien sûr, et on avait été éduqués dans l'amour de la littérature française, de la France, etc., mais qu'on ne connaissait pas. Et donc, il y avait chez moi cette excitation qui n'existait pas chez mes parents. Mes parents étaient emplis de chagrin, bien entendu, et de souvenirs tristes. Mais pour ce qui concerne un enfant de 12 ans, 13 ans, etc., au contraire, il y avait la volonté, disons, d'aller vers un pays en paix, d'aller vers un pays moderne, un pays qui se développait, sortir, disons, d'un quartier avec ses ruelles étroites et revoir la largeur des avenues de manière extraordinaire. Bon, bien sûr, quand j'ai vu les Champs-Élysées, alors là, c'était incroyable. C'est un spectacle absolument incroyable. Donc, il y avait plutôt de l'excitation chez moi pendant
plusieurs années dans cette recherche, disons, d'une modernité française que dans la volonté de chercher des souvenirs tristes dans le passé. Mais vous cachez, après. Oui, vous cachez au fond d'où vous venez, parce que c'est mal vu. C'est mal vu. Au fond, vous le dissimulez, pour mieux vous intégrer peut-être. Ben oui, les années 60 sont des années aussi, 60-70 même, sont les années de l'assimilation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne renonce pas à ses origines, mais on ne les montre pas dans l'espace public. Évidemment, mes parents aussi m'avaient éduqué de cette manière-là, c'est évident. Donc il fallait faire attention à ce qu'on pouvait dire. On avait un accent aussi très prononcé à cette époque-là. Et on sentait un sentiment non seulement d'indifférence, mais aussi d'hostilité de beaucoup de Français de l'époque. Je dis de Français alors que nous étions des Français. Vous voyez, dans le fond, je parle un peu comme ma mère. Quand elle parlait des autres, elle parlait des Français. Et pour la taquiner, je lui disais toujours, mais maman, nous sommes des Français. Et elle disait, mais arrête, tu sais très bien ce que je veux dire. Elle avait raison, bien sûr. Et oui, il y avait une sorte de dissimulation des origines. On n'en parlait pas, soit au lycée, ailleurs. Et puis on est atterri dans un HLM à Sartrouville, où là, il y a ce qu'on pourrait appeler, ce que je dis dans le livre, une culture ouvrière, en fait, fondamentalement, de l'époque, des années 60. Le Tour de France, Jean Ferrat, la musique, c'est la France de la modernité aussi, etc. Et donc, il y a par conséquent l'oubli de l'Algérie qui s'installe d'autant plus facilement que la France elle-même se modernise, que la France elle-même change. Et donc, par conséquent, on est entraîné aussi dans une sorte de vent de la modernité, quelque part. Oui. Donc il y a à la fois de l'indifférence, il y a à la fois, chez les Français, je parle en général, ça c'est pas fait de sondage statistique, mais il y avait aussi le fait de sortir de la guerre. Parce que pour les Français, quand même, ça a été très difficile, parce qu'1,5 million de jeunes soldats français sont partis en Algérie. Donc pour toutes les familles françaises, la fin de la guerre d'Algérie, c'était quand même un grand soulagement. Donc c'était la fin d'une histoire et qu'il fallait terminer cette histoire. C'est aussi pour cela, disons qu'ils ont regardé de manière très lointaine l'arrivée de ceux qu'on appellera plus tard les Pieds Noirs. Parce que pour eux, c'était la fin d'une période douloureuse qui avait commencé avec Vichy, avec l'Indochine, puis ensuite l'Algérie. Bref, ça fait long quand même, tout ça. Et donc, enfin, on pouvait respirer et être dans la société de consommation. Parce que c'est ça, en fait, dans la société dans laquelle nous entrions, c'était la société de consommation qui va déboucher sur 68. Oui, alors justement, 68, parlons-en, parce que vous, Benjamin Stora, vous allez à ce moment-là rentrer dans l'engagement politique. Oui. Et quelque part aussi, on se dit, au fond, refaire le chemin à l'envers. C'est qu'au fond, vous voulez renverser le système. Vous adhérez à des groupes d'extrême gauche. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de juifs dans ces... Alain Krivine, Cohn-Bendit, vous rencontrez beaucoup et vous participez aux luttes. Et vous allez même très loin. Oui, mais il y avait effectivement une rage, une radicalité qui existait dans la jeunesse qui voulait sortir du gaullisme assez étouffant de ces années-là. Donc ça, c'est en général, je parle là, bien entendu. Mais il y avait aussi chez moi, là c'est plus personnel, effectivement, le fait d'avoir vu la chute sociale de mes parents, la déchéance sociale de mes parents, qui était terrible parce que ma mère est devenue ouvrière d'usine et j'ai travaillé avec elle en usine pendant plusieurs mois. Donc je savais ce qu'était la condition ouvrière, c'était épouvantable, c'était très très dur. Donc il y avait une rage sociale aussi qui existait, qui était forte, d'où cet engagement radical dans l'extrême gauche, dans les années 68-70, qui était très très fort effectivement, et parce qu'il y avait aussi, quelque part, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait aussi le fait de voir la solitude de mes parents. Parce que le départ d'Algérie, l'arrivée en France, etc., pour mes parents, encore une fois, c'était beaucoup plus la tristesse de la solitude et de la dispersion familiale que simplement de l'exil. Parce qu'ils savaient quelque part que toute cette grande famille qui se dispersait aux quatre coins de la France, de l'Hexagone, bien n'allait pas revenir en Algérie. C'était un voyage sans retour. C'est très différent avec le Maroc et la Tunisie, c'est très différent. Et donc à partir de là, c'est vrai que ma radicalité
des années 68, 70, 72. Elle est à la fois celle de toute une génération qui avait 17 ans, 18, 19 ans, bien sûr, mais elle est aussi marquée par une radicalité par rapport à la chute vertigineuse sociale de mes parents dans ce HLM, c'est sûr. Oui, oui. Parmi ces juifs combattants d'extrême gauche, Oui. vous rencontrez Pierre Goldman, Oui. dont on parle beaucoup en ce moment, le film de Cédric Kahn, demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Vous allez vous lier à la famille de Pierre Goldman. Oui, là, ça fait partie des hasards de la vie militante, hein, de la vie politique, de la vie militante, bien entendu. Et en fait, ce que je disais récemment, c'est que oui, Pierre Goldman était un personnage très connu à l'époque. Son procès avait eu un retentissement absolument extraordinaire, notamment à l'extrême gauche, parce que cette extrême gauche, elle s'était fracturée entre ceux qui disaient bon, bah, il faut jouer le jeu politique, et puis ceux qui étaient pour la lutte armée. Pierre Goldman, disons, était dans l'autre courant, qui n'était pas le mien, hein. Mais ce qui m'avait en fait beaucoup troublé, je le dis récemment parce que si on est dans l'actualité, ce qui m'avait beaucoup troublé, c'est lorsque Jean-Jacques Goldman est apparu sur le devant de la scène. Dans le fond, on avait oublié Pierre Goldman. C'est-à-dire que c'était son frère. Et on l'avait complètement oublié, alors qu'ils étaient très liés. Et ça m'a beaucoup troublé. C'est-à-dire que mon livre, c'est aussi un livre sur l'oubli. Parce que vous savez, j'ai écrit beaucoup de livres sur la mémoire. Mais là, en l'occurrence, il y avait l'oubli de l'Algérie, il y avait l'oubli de 68, il y avait l'oubli de Goldman. Oui. Il y avait plein d'oublis, en fait, Mais au plein fond, de trous de mémoire. oui, mais au fond, Jean-Jacques Goldman peut-être ne souhaitait pas parler de ce demi-frère-là. C'est vrai qu'il ne voulait pas en parler, bien sûr, comme sa sœur, etc., bien entendu. Mais quand même, il suffisait d'écouter les paroles de certaines de ses chansons pour s'apercevoir à quel point il avait été blessé par toute cette histoire, touché profondément par cette histoire, qu'il n'y avait pas d'opposition, je veux dire, politique, entre guillemets, entre lui et son frère. Contrairement à ce que dit un livre récent que Jean-Jacques Goldman n'a pas apprécié. Hein. Non, je crois qu'il n'a pas apprécié le livre parce que le livre a essayé de faire une espèce de dissociation entre les deux trajectoires, alors que les gens de cette famille étaient très unis. Et moi, je me suis interrogé effectivement sur le fait qu'on a oublié aussi, après l'Algérie, les années 70, quoi, de ce que ça avait représenté dans la société française, comme nouveauté, comme radicalité, etc. Oui, vous connaissez bien Evelyne, la sœur de Jean-Jacques Goldman. Oui. Vous êtes restés proches. Oui. Oui. Quelle est la place de Pierre Goldman pour Jean-Jacques Goldman aujourd'hui? Elle est très grande. C'est quelque chose de très important dans la vie de la famille, bien entendu. C'est-à-dire, au fond, il aime ce frère. Mais bien sûr. Oui. Vous n'assistez pas au procès d'un frère pendant toute la durée du temps que ça dure si vous ne l'aimez pas. Forcément, vous l'aimez. Donc il y a un attachement extrêmement profond, bien sûr. Quand il va être assassiné, vous allez être aux côtés de Jean-Jacques Goldman, derrière le Oui, cercueil. juste derrière. C'est un hasard aussi de la vie, mais lui, il ne le sait peut-être pas, mais j'étais derrière lui. Et sa sœur, d'ailleurs, à l'enterrement. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de militants, bien sûr, parce que Pierre Goldman était un personnage très connu par l'extrême gauche française de l'époque, parce qu'il dirigeait le service d'ordre de ce qu'on appelait le FUA, le Front unique antifasciste, au temps de la guerre d'Algérie. Bon, ensuite, il y avait tout le débat sur la guérilla en Amérique latine. Enfin, c'est toute une époque, hein, les années 60. Et c'est vrai que l'enterrement de Pierre Goldman a été aussi, quelque part, je l'ai dit, je ne sais plus où, a été aussi la fin, quelque part, de rêve, de transformation radicale, disons, de la société. Il y avait un effet de sidération dans un moment de suspension de l'histoire, de fin d'histoire. Et ça, je m'en souviens très bien, parce que j'avais quand même à l'époque 29 ans. J'avais plus 14 ans, j'avais plus 11 ans, j'avais plus 12 ans. J'étais beaucoup plus âgé quand même. Oui. Derrière, il y a la famille de Jean-Jacques Goldman, que vous avez donc bien connue. On imagine l'origine de cette famille, qui avait échappé à la Shoah, aux purges staliniennes, Oui. qui se retrouve avec un enfant accusé de crime aux assises, et qui supporte cela. Bah oui, c'est très difficile, parce que c'est une famille qui a été terriblement meurtrie par l'histoire, à la fois du nazisme et du stalinisme, qui sont les deux grandes tragédies du XXe siècle, quand même, il ne faut pas l'oublier, et qui a été touché de plein fouet et qui était très soudé à partir de là, sur ces blessures qui leur ont été infligées. Donc bien sûr, ils ont été profondément marqués, mais je dois ajouter que la génération qui entre en politique en post-68, elle aussi est très marquée par tout ça.
C'est-à-dire que vous avez évoqué tout à l'heure, justement, la présence de très nombreux jeunes juifs à l'intérieur des mouvements d'extrême gauche. Bon, on ne peut pas comprendre cela si on ne le met pas en rapport avec le fait que pour beaucoup de jeunes juifs, il y avait, disons, la volonté de comprendre ce qui s'était passé dans la Shoah, dans Vichy, dans l'antisémitisme. Donc il y avait une jonction entre ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme et l'antifascisme qui était très puissant dans l'après 68. Et puis tout le monde s'était précipité pour voir des films interdits comme Le Chagrin et la Pitié, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une effervescence intellectuelle et politique chez de nombreux jeunes juifs autour de cette question-là. Et Pierre Goldman appartenait à cette génération, il en était une figure emblématique. Oui. Il était fier que son demi-frère fasse de la musique. Vous aviez dit qu'ils échangeaient sur la musique quand Jean-Jacques Goldman a débuté. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a... Jean-Jacques Goldman s'est toujours intéressé fondamentalement à la musique, bien entendu. C'est un homme qui adorait la musique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Pierre Goldman n'était qu'un politique. Lui aussi s'intéressait à la musique, beaucoup même, hein, et en particulier, bien entendu, la musique latino-américaine. Donc il n'y a pas de si grande distance que ça, dans le fond, entre les deux frères. Oui, et si ce Jean-Jacques Goldman-là, aujourd'hui, est la personnalité politique, pas politique, mais artistique préférée des Français, personnalité tout court d'ailleurs préférée des Français, c'est parce qu'il y a derrière toute cette histoire, il y a cette force, il y a cette profondeur. Il y a, je crois, une profondeur dans le regard porté sur le personnage, effectivement, tout au moins de ma génération. Je ne sais pas pour le reste des Français, maintenant je suis quand même relativement âgé, mais c'est vrai qu'en regardant Jean-Jacques Goldman à la télévision, comme tout le monde, il y a toujours eu une émotion. Parce que quelque part dans mon inconscient ou dans ma conscience, il y avait aussi de savoir tout ça. De savoir qu'il portait derrière lui, même sans le savoir, ou en l'assumant ou pas, qu'importe. Mais en tout cas, dans le regard du spectateur que j'étais, il portait à la fois toute cette question des années 60, des années 70, de l'antifascisme, de la question du stalinisme, du nazisme. Il y avait toute une histoire, disons, tout un poids d'histoire que, dans le fond, la presse de l'époque ne reflétait pas. Et il y avait une sorte de dissociation dans la presse, où on avait l'impression, disons, que Pierre Goldman n'existait plus, que l'affaire Goldman n'existait plus. D'ailleurs, quand le film est sorti, beaucoup de jeunes que je connais ont découvert Pierre Goldman, ne savaient pas qui il était. L'affaire avait été complètement ensevelie aussi. Et le thème du livre, c'est précisément pourquoi l'oubli. Mais au fond, si Jean-Jacques Goldman s'arrête de chanter depuis plus de 15 ans, se retire au secret, vous dites il y a un lien, il y a quelque chose, un rapport. Peut-être, il y a peut-être un rapport, il y a peut-être un lien, quelque chose qui relève aussi du retrait, du secret, de la vie publique, parce que il y a beaucoup de blessures, je pense, mais pas simplement, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Il l'avait dit, je n'invente rien, qu'il est devenu très célèbre très tard dans sa vie. Dans le fond, c'était un homme d'une trentaine d'années quand il est devenu célèbre. C'était pas un jeune chanteur de 18 ans. Et donc, il portait déjà en lui beaucoup de choses. Il suffisait d'écouter les paroles de certaines de ses chansons, en particulier Puisque tu pars, pour savoir qu'il parlait aussi, pourquoi pas, de son frère. Et donc, il y a chez lui peut-être, mais c'est une hypothèse, parce que moi, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Le livre n'est pas sur Jean-Jacques Goldman, mais il est sur les années Goldman, en fait, ce livre-là. C'est plutôt les années, plutôt que sur le jeune frère. Oui. Vous partez un jour en Algérie pour aller voir la tombe de Benjamin Stora. Oui. Ce Benjamin Stora-là, ce n'est pas vous. C'est mon grand-père. Oui. C'est mon grand-père, parce qu'avant de partir, mon père m'a dit si tu vas à Constantine, va voir la tombe de mon père, c'est mon grand-père. Et il s'appelait Benjamin Stora. Et je suis allé à Constantine en 1983 pour la première fois, invité par un ami algérien. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la première fois où je suis retourné au cimetière, j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé. Oui. Vous allez passer devant la tombe, on va l'entendre à nouveau, de Raymond Léris, dans ce même cimetière. Tout à fait. Cette tombe-là, vous allez la voir. Celle-là, je vais la voir. Elle m'avait profondément marqué parce que j'avais assisté aussi à son enterrement, d'ailleurs, de Raymond. Mais la tombe de mon grand-père, non. C'est un peu comme si je ne voulais pas me détacher complètement de la terre algérienne dans laquelle était enterré Benjamin Stora, qui était enterré en terre algérienne. Et je l'ai retrouvé, bien sûr, cette tombe,
quelques années plus tard, lorsque je suis retourné avec ma mère cette fois-ci, que j'ai ramené à Constantine en Algérie. Et là, nous avons retrouvé les tombes d'un certain nombre de membres de notre famille. Oui. Au fond, en recherchant cette tombe de Benjamin Stora, c'est aussi votre propre finitude Oui, à laquelle vous pensez, Benjamin Stora, de vous dire, au fond, une partie de moi est restée là-bas à Constantine. bien sûr. Il y a une partie de mon être, de ma vie, qui effectivement est restée de l'autre côté de la Méditerranée, en Orient. Il y a cette partie-là en moi qui fait que, bien entendu, j'ai beaucoup ensuite travaillé sur l'Algérie, tout le monde le sait. Et le président de la République, ensuite, beaucoup plus tard, m'a demandé un rapport que tout le monde connaît, bien entendu, qui a suscité beaucoup de discussions, etc. Il y a cette part-là, et en même temps, et c'est le but du livre, il y a en même temps le fait que l'Algérie, le souvenir qu'on peut en avoir, ne doit pas continuer à obséder, à rendre prisonniers les gens d'une mémoire qui est une mémoire blessée. Parce qu'à un moment donné, il faut avancer vers l'avenir, il faut aussi tracer des routes différentes, il faut essayer de se réconcilier, il faut essayer de dresser des passerelles, des passages, ce qui, par parenthèse, aussi était la marque de fabrique de la ville de Constantine, qui était une ville construite sur un rocher où il y avait énormément de ponts et de passerelles. Il faut reconstruire Donc il faut reconstruire. Pont, comme le pont de Constantine. Comme les ponts. Il y en avait un très célèbre, bien sûr, mais les ponts, les passerelles aussi, bien entendu. Essayer de reprendre ce fil perdu, parce que dans le fond, cette histoire perdue, c'est aussi une mutilation, pas simplement pour les Juifs d'Algérie, mais aussi pour les Algériens eux-mêmes. Parce que c'est une part de leur propre histoire qu'il faut retrouver et reprendre, disons, le fil de cette histoire-là, parce que c'est aussi, et ça fait partie de leur identité aussi. Voilà. Merci Benjamin Stora. C'est un livre absolument émouvant. L'arrivée de Constantine à Paris 1962-72, on se dirait on pourrait faire un film de cette histoire-là, qui est incroyablement bien racontée et si touchante. Merci Benjamin Stora.